Afrique Média, regard sur le net. Regard sur le net, votre émission qui fait le tour d'Internet est au rendez-vous. Restez connectés à vos écrans pour ne pas perdre un seul moment le fil conducteur. Commençons par la joie des mineurs de Marikana qui ont vu leur requête accordée après une grève assez violente. Suivons ensemble ce moment d'émotion. La victoire des mineurs de Marikana en Afrique du Sud. La direction de l'UNMIN et les syndicats de mineurs sont parvenus hier à un accord qui met fin à près de 6 semaines de grève sanglante sur ce site de la région du Rustenburg. Les ouvriers ont obtenu de 11 à 22% d'augmentation, le représentant de l'UNMIN. Cet accord pose les bases de la façon dont nous concevons la structure d'une convention collective à venir, dit-il. Les syndicats n'en oublient pas pour autant les grévistes abattus par la police le 16 août dernier. La signature de cet accord ouvre un nouveau chapitre. Il nous permet de réaliser que le plus gros du travail reste à faire en ce qui concerne le changement de vie de la classe ouvrière en Afrique du Sud, souligne ce représentant syndical. Nous regrettons les vies qui ont été perdues durant ce périple. Syndicats, direction et travailleurs ont prié pour la quarantaine de personnes qui ont péri durant le mouvement. Un recueillement qui a laissé place à des scènes de liesse dans un stade avoisinant. After a heavy strike which left many dead, we hope those deceased will not be the losers. Let's now go straight to Mali, where the situation is not the least getting better, with the jihadist movement more than ever taking over the city of Tombouctou. Vidéo avec à son actif plus de 6000 visiteurs. Lui, il a échappé belle. Quand il a vu une mine posée sur le sable aux abords de la ville, il a cru que c'était un jouet. L'explosion lui a arraché la main et la jambe droite. À son chevet, l'un des nouveaux maîtres de la ville, un islamiste d'Ansardi. Devant la caméra, il annonce que son organisation prendra en charge le coût des soins et les frais d'hospitalisation du jeune garçon. Au nord du Mali, comme en Afghanistan, au Liban ou dans la bande de Gaza, pour gagner le cœur des pauvres gens, les intégristes font du social. À l'hôpital de Tombouctou, on manque de tout, de médicaments, de sang et surtout de personnel. À la veille de l'arrivée de la rébellion, l'armée malienne a pris ses jambes à son cou. Les 9/10 des habitants n'ont pas tardé à faire de même. Ceux qui restent aujourd'hui sont coupés du monde et craignent pour leur survie. La situation est très catastrophique à Tombouctou en ce qui concerne l'aliment. Aujourd'hui, si la situation reste comme ça pendant 2 semaines, Tombouctou, il y aura une catastrophe alimentaire à Tombouctou. Sur le marché, les commerçants attendent en vain les camions de livraison qui d'habitude venaient de Bamako, la capitale à 1000 km plus au sud, ou bien de l'Algérie au nord. Chaque jour, les prix atteignent de nouveaux records. Depuis l'arrivée des combattants d'Al-Qaïda et des autres, nous n'avons plus ni administration, ni banque, ni aide humanitaire. Plus rien. On nous a abandonnés. Dans les mosquées, les prédicateurs d'Ansardine ont pris la place des imams jugés trop laxistes. Nous sommes là pour vous rappeler les commandements du prophète, dit en substance celui-ci, pour faire respecter les règles. Si quelqu'un veut s'attaquer à la vérité, il nous trouvera sur son chemin. Le message est un peu plus clair, et personne n'osera contredire ceux qui se présentent comme le bras armé de Dieu. Nous ne pourrons quitter l'Afrique sans faire un tour en RDC où la situation empire au nord Kivu. Ouvertement se fait maintenant le recrutement de mineurs dans l'armée. Vous en doutez, suivons ensemble cet élément. Depuis le début de l'année, l'armée congolaise est en opération dans la région du Sud Kivu. Qui a une arme ici? Des anciens rebelles ont été rassemblés dans ce camp. Ils doivent être réintégrés dans l'armée. Et toi, tu n'as pas d'arme? Oui. Non, moi j'ai utilisé celle de mon ami quand j'avais besoin de tirer. Il a combien de dents celui-là? Parce qu'on dit que pour savoir s'il est adulte, il faut qu'il ait 32 ans. 32 dents. Qui sait compter les dents? Allez, on compte les dents. Oui, ça veut y mettre.
Précisément, l'intégration, c'est ce qui pose problème. Selon un rapporteur spécial des Nations Unies, la formation des nouvelles recrues est insuffisante, si bien qu'au mois d'avril, 50 réfugiés ont été tués par des anciens rebelles, tout juste intégrés dans l'armée congolaise. Il y a 16 en bas. Oui. 21 ans. 32 ans. L'attaque contre les véhicules. L'objectif de l'opération est de désarmer les rebelles hutus-rwandais. Des femmes et leurs enfants se rendent, tandis que les hommes, présents au Congo depuis le génocide de 1994, se cachent, le temps de l'opération menée par l'armée congolaise. Je leur ai dit de lancer un message beaucoup plus fort à leurs maris qui veulent s'entêter, qui n'ont pas d'autre choix que de déposer les armes. Le temps de vivre dans la brousse est déjà révolu. On ne peut jamais accepter pour nous les Congolais de leur laisser le temps de pouvoir massacrer les gens. À quelques centaines de kilomètres plus au nord, c'est un autre groupe rebelle, les Ougandais de l'armée de résistance du Seigneur, qui sèment la désolation. Chaque mois, plusieurs dizaines de civils sont tués et les viols sont devenus quotidiens. Les rebelles m'ont prise lorsque j'étais sur la route avec mon père. Ils m'ont forcé à les suivre et l'un d'eux m'a pris pour femme. Ils m'ont gardé plusieurs jours. Dans un village, ils ont tué 4 personnes devant moi. Si nous pleurions, nous étions battus. Finalement, j'ai réussi à m'enfuir. Médecins sans frontières est la seule ONG présente dans cette région reculée. Depuis le début de l'année, 1200 civils ont été tués dans la zone, tandis qu'au Kivu voisin, chaque semaine, 500 viols sont dénombrés. Ni les Nations Unies, ni le gouvernement congolais ne semblent avoir trouvé la solution qui permettra de ramener la stabilité dans l'est du Congo. Portons notre souris et cliquons sur le module France où le ministre Montebourg prône la consommation des produits français par les Français. Un appel à la consommation bleu-blanc-rouge. Voilà pourquoi le ministre Arnaud Montebourg pose à la une de ce magazine avec une marinière, un robot et une montre made in France. Une photo qui divise les consommateurs. C'est vrai que ça fait plus Jean-Paul Gaultier, hein, mais bon, non, je crois que j'aurais pas fait ça personnellement. Ça fait un peu chauvin. Maintenant, c'est vrai que il faut mettre en avant le savoir-faire français, parce que dans la situation actuelle, je pense que c'est vraiment là notre atout. Une bonne surprise, affirme le fabricant de la marinière portée par le ministre, même s'il dit ne pas encore beaucoup surfer sur cette vague du Made in France. On n'a pas encore pris l'habitude de marquer Made in France, puisque il y a 2, 3, 4, 5 ans, c'était bien aussi d'être mondialiste. Maintenant, les temps ont changé et je pense qu'on va y réfléchir sérieusement. On va afficher la fabrication bretonne. Acheter tricolore pour favoriser la production en France. Un leitmotiv déjà prôné dans les années 80 par le Parti communiste. En 1993, bien sûr que je m'habille français. C'est une campagne de publicité qui reprend le credo. Français. Nos emplettes sont nos emplois. Côté politique, François Bayrou en avait fait un argument de campagne. La droite avait lancé un label. Désormais, c'est un ministre de gauche qui propose de créer des rayons Made in France. Pourquoi pas? Répond ce patron de supermarché. Avoir un petit endroit où on puisse dire produits français, là où on ne nous attendait pas. Donc on va essayer de les mettre en avant. Le patriotisme économique, un slogan utopique selon certains économistes, qui évoque d'abord le coût du travail. On ne peut pas avoir d'un côté une vision incantatoire des choses en disant il faut acheter français, il faut faire du Made in France et en même temps surtaxer nos entreprises. Le Made in France, un sujet au cœur du rapport sur la compétitivité qui sera remis au gouvernement le 5 novembre prochain. Espérons que cela incitera certains à faire de même. Now, let's get to the United States of America, where a young man wanted to bring a cloud of sadness once more on that continent. For more details, let's go through this element. Voici l'homme qui voulait détruire l'Amérique, selon ses termes, en s'attaquant à la réserve fédérale à quelques rues du World Trade Center. C'est un homme de 21 ans qui est du Bangladesh, qui s'appelle Qazi Mohamed Nafis. Il est arrivé ici aux États-Unis en janvier dernier avec l'intention de commettre un attentat. Il se dit proche d'Al-Qaïda. Il a recruté des complices ici. Il est arrivé en janvier. Il a obtenu un visa étudiant en prétendant être inscrit à l'université dans le Missouri. En fait, il est venu ici pour commettre un attentat aux États-Unis. Il visait la bourse de New York, mais quand il a pris conscience du système de surveillance, il a préféré viser la Fed.
Cet homme a vraiment cru qu'il allait commettre un attentat majeur ici à New York lorsqu'il a, hier matin, garé sa camionnette bourrée d'explosifs devant le bâtiment de la Réserve fédérale dans le sud de Manhattan, à quelques mètres du World Trade Center, c'est-à-dire à quelques mètres du lieu de l'attentat des tours jumelles. Il gare sa camionnette, il traverse la rue, il rentre dans un hôtel et au moment où il va déclencher avec un téléphone portable à distance la bombe, il est arrêté par le FBI. Ces explosifs lui avaient été fournis par un agent du FBI sous couverture et la bombe n'a pas marché. Depuis janvier, l'homme était épié, surveillé sur Internet, Twitter et Facebook. Il cherchait à embaucher des recrues pour créer une cellule terroriste aux États-Unis. C'est un agent du FBI qui a répondu à la petite annonce. Infiltrer l'entourage des djihadistes aux États-Unis, la pratique est devenue courante. Depuis le 11 septembre, elle a permis de déjouer 15 attaques terroristes à New York. Voici l'immeuble où il habitait, un petit appartement à New York, en plein milieu du Queens. Ses voisins n'en reviennent pas. Je n'arrive pas à croire qu'un terroriste vivait juste de l'autre côté de la rue en face de chez moi, dit ce jeune homme. C'est vraiment effrayant. Quels sont ses véritables liens avec Al-Qaïda? Rien d'établi pour l'instant. En revanche, il aurait pris exemple sur un imam américain tué l'an dernier, celui-là même à qui l'on a prêté la publication d'Inspire Magazine, le journal présumé d'Al-Qaïda. Avant de commettre son quasi-attentat, il avait enregistré des messages pour le revendiquer. Il se revendique de la mouvance et de l'héritage d'Osama Ben Laden. Il dit qu'il voulait détruire l'Amérique par l'économie, c'est pour ça qu'il s'en est pris au bâtiment de la Réserve fédérale, et il pensait qu'il allait même interrompre le processus de l'élection présidentielle américaine. Do you remember the action Zidane versus Materazzi during a particular World Cup event? Guess what? This event has been brought to life and causes many reactions. Je pensais que c'était des boxeurs. Au début, on a l'impression que c'est des personnes qui se font un câlin et quand on comprend que c'est Zidane, le joueur de foot italien, ça provoque du rire. Pas forcément très original, mais amusant. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit et c'est vrai que c'est assez impressionnant la grandeur. En fait, j'ai vu sur Facebook ce matin qu'il y avait des photos dessus. Ouais, je trouve ça pas mal. Même au niveau des détails, on voit vraiment le nom des joueurs sur les maillots, il y a le brassard de capitaine de Zidane. C'est assez impressionnant. C'était une bonne idée d'immortaliser ce moment puisqu'il a marqué plein de gens. Et voilà, après, c'est pas forcément des bons souvenirs, mais c'était une bonne idée. Ouais. Ça montre un petit peu comme un grand moment d'histoire, alors que c'est un petit peu, c'est quand même on a perdu la finale et bon, c'est pas hyper fair play, mais bon. Ça m'inspire pas beaucoup. Ça représente tellement pour moi deux hommes qui se battent. Pour la jeunesse, c'est une assez mauvaise chose, je dirais, parce qu'il y a quand même la violence qui en ressort. On voit pas le ballon. Je pense que le foot, de toute façon, a cette image-là par rapport aux autres sports d'être plus agressif, il y a les supporters, puis les joueurs, la mentalité des joueurs. Le foot est comme ça et je pense que c'est comme ça que les gens l'aiment aussi. Je souhaite qu'on enlève et on mette autre chose pour Zidane. Quand j'ai vu le match quand Zidane a fait, moi ça me choque pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent pas ça normal qu'il soit là, ou alors qui gueulent en disant que c'est pas de l'art ou tout ça. Oui, c'est de l'art quand même parce que ça communique quelque chose. Ça demande à des gens de penser à quelque chose. C'est une grande place où il y a beaucoup de circulation, donc c'est parfait pour interpeller le regard des gens. Je sais pas, on n'a pas envie de s'asseoir et dire oh c'est magnifique. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette statue à cet endroit, pourquoi cette scène. C'est assez particulier, mais bon, je trouve ça pas mal. Restons toujours dans le milieu du foot et découvrons un nouveau genre de footballeur. Watch this.
Thanks for staying on your programs on Africa Media, and I think you know that that's not all, as more is still to come. Africa Media, regard sur le net.